Vous le savez, le 7 mars 2022, nous avons lancé ensemble le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, en réponse à l'appel du directeur général de l'OMS qui, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, avait appelé justement à un mouvement pour favoriser, pour soutenir la vaccination. Et aujourd'hui, donc en mai, le 2 mai 2022, vous étiez plus de 1000 à élaborer des plans d'action, à analyser la racine de votre défi, la cause profonde de votre défi et d'élaborer des actions correctrices. Nous sommes maintenant plus d'un an plus tard et nous allons revenir vers les leaders du mouvement pour la vaccination pour savoir où vous en êtes, comment avez-vous avancé sur la mise en œuvre de votre plan d'action, de quel soutien avez-vous besoin aujourd'hui. Et c'est là où je vais saluer et j'ai le plaisir de vous présenter les 3 premières études de cas élaborées donc dans le cadre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. La première concerne Maria Fernanda Monzon, qui est en Argentine, en tant que leader qui dirige un centre de soins de santé primaire à Corrientes en Argentine et qui travaille sur l'amélioration de la santé dans un bidonville proche où la population, dit-elle, ne semble pas motivée d'accéder aux soins de santé. Le docteur Franck Monga, médecin-chef du district à Lumumbashi, fait l'objet de la 2e étude de cas publiée par le mouvement en 2023. Il y avait bien sûr, vous voyez, c'est l'étude de cas numéro 19. Elles sont en cours de traduction française, donc les versions françaises seront partagées avec vous. On salue et on félicite toute l'équipe de la RDC puisque Franck Monga a été désigné comme chef d'équipe de la RDC avec toute une équipe constituée autour de lui. Et enfin, vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, Wastam Faye, donc qui a été, on va dire, parachuté pour diriger un poste de santé dans une zone rurale du Sénégal, qui avait, elle le reconnaît elle-même, elle est la première à le dire, peu d'expérience en matière de vaccination et d'appui au pays. Et elle explique comment sa participation au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 lui a permis de trouver de l'inspiration, mais aussi des idées pratiques et un soutien, le soutien dont elle avait besoin. Donc, on applaudit ces 3 scolaires et je vais laisser cette fois-ci Charlotte me guider pour retrouver donc, pour savoir qui nous allons écouter. Charlotte, par qui allons-nous commencer? Je recherche là dans les diapositives, je crois qu'il s'agit de Sidiki Camara s'il est là. Oui, Reda, si Sidiki Camara n'est pas là, nous pouvons nous retourner vers Arthur Fidelis qui est là. Alors oui, très bien. Oui. Alors Arthur travaille au niveau régional pour le ministère de la Santé au Cameroun. Arthur, votre... Oui. Je pense que ce plan d'action a été mis en œuvre à l'époque où il travaillait, donc peut-être Arthur va nous dire où il se trouve actuellement. D'accord, s'il a changé de... D'accord. Alors, et Arthur, il s'agissait donc de travailler sur l'implication des populations spéciales. Vous allez nous dire de quelle population il s'agit, dans toutes les étapes de la vaccination, donc vraiment l'implication communautaire, si je comprends bien. Et 1 an après avoir élaboré votre plan d'action et fixé des actions correctrices, des premières actions correctrices, où en êtes-vous dans la mise en œuvre de votre plan d'action IA 2030, du programme pour la vaccination à l'horizon 2030? Merci beaucoup, Reda. Merci à Charlotte et à tous les collègues scolaires. Effectivement, en 2022, j'ai pu élaborer un plan d'action qui concernait le plan de communication en faveur du programme de vaccination pour l'année 2022. À l'époque, j'étais responsable de la communication à la délégation régionale de la santé publique de l'Est au Cameroun. Et bien, évidemment, ce plan, lorsque je l'ai rédigé, nous avons pu le soumettre au niveau national pour qu'il puisse être relu et corrigé. Et il a été validé au niveau national par le groupe technique central du programme élargi de vaccination. Il y a eu plusieurs activités que nous avons énumérées dans le cadre du plan et qui ont été retenues par le niveau central et qui devaient bénéficier d'un financement. Et je veux dire ici qu'il y avait un financement Gavi qui était au niveau du groupe technique central du PEV au Cameroun. Et ce financement a été, n'est-ce pas, retrocédé pour la mise en œuvre de ces activités. Il s'agissait de quelles activités? Il s'agissait des activités qui concernaient les populations spéciales de la région de l'Est. Vous savez que l'Est est
frontalière avec la République centrafricaine et la République du Congo. Et l'Est abrite également des populations spéciales comme les Pygmées, Baka, qui vivent dans les forêts. Et il y a les réfugiés qui ont fui les trous dans le pays voisin et qui se sont retrouvés au Cameroun. Il y a aussi des zones difficiles d'accès, par exemple du côté de Lompanga, où il y a, on peut dire, des zones insulaires. Alors, nous avons pu proposer des activités de renforcement de la communication en faveur de la vaccination de routine dans ces zones, et surtout parce que c'était dans le contexte Covid-19. Et ces activités ont eu un écho favorable. Au moment où j'ai quitté le Cameroun pour rejoindre le bureau de l'OMS Burkina Faso dans le cadre de la communication pour le changement de comportement en faveur de la génération de la demande vaccinale, les activités avaient effectivement démarré par les renforcements des capacités des acteurs de terrain. Les équipes sont venues du niveau central pour appuyer la région de l'Est par rapport à ce plan de communication. Ils sont descendus sur le terrain pour former les populations spéciales, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque vous faites la santé pour les gens, vous faites la santé contre ces personnes. Mais par contre, lorsque vous impliquez ces personnes, lorsque vous prenez les mobilisateurs au sein de ces populations spéciales, lorsqu'ils parlent un Baka parle en Baka à son collègue Baka, lorsqu'un réfugié centrafricain parle en Sango à son collègue centrafricain, le message passe plus vite et il y a eu une forte adhésion et par rapport aussi à l'immunisation de routine à partir de ce plan d'action de communication que nous avons pu élaborer. Et j'avoue que cet appui a permis vraiment de mettre en œuvre toutes ces activités. Elles ont été toutes mises en œuvre et nous pensons que si elles ont été mises en œuvre, il y a certainement des choses à revoir et nous sommes en train de réfléchir sur comment faire maintenant pour évaluer ce plan d'action 2022 parce que les indicateurs de la vaccination de routine dans la région de l'Est ont été très améliorés. L'Est a même occupé la première place en termes de vaccination de routine dans le pays. Et je pense qu'il faut maintenant évaluer ce plan de communication pour réadapter. Alors, je ne peux pas dire que ce n'est que la communication qui a concouru à ces bons résultats dans la région de l'Est, mais il y a eu aussi l'amélioration des offres de services au niveau de tous les districts de santé, au niveau des centres de santé. La communication, la SBC n'aura été qu'un aspect qui a contribué à cette réussite de la vaccination au niveau Très bien, alors, de la région de l'Est. Voilà, Reda, ce que je peux dire par rapport à cela. Merci Arthur. On a bien compris. Alors la question... On évalue pour voir oui. Là où... Alors, ma question pour vous est la suivante, Arthur. On a pu s'admettre. Oui. Allô? Oui, Arthur, j'ai une question pour vous, bien sûr. Oui, par rapport à la mise en œuvre du plan et les leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, j'avoue que l'apport du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2020 est très capital, a été fondamental même, parce que si nous avons pu avoir l'idée d'élaborer un plan, c'était une orientation du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Je suis membre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 depuis sa naissance, depuis le premier jour, et les conseils que nous avons reçus de vous-même, Reda, de Charlotte, et des autres pairs qui sont à travers le pays. Vous savez que grâce au mouvement en faveur de la vaccination, nous avons développé nous-mêmes un réseau de professionnels de la vaccination et nous échangeons à tout moment, en dehors même des occasions que vous nous donnez,
grâce à Titurit, par exemple, personnellement, j'ai un réseau de plus de 50 personnels professionnels de la santé à travers le monde avec lesquels nous communiquons régulièrement sur nos problèmes, nous échangeons. Donc, je vais dire que le mouvement a été le déclencheur même, le mouvement pour la vaccination a été le déclencheur de la mise en œuvre ou de l'élaboration de ce plan d'action. Et je voudrais ici féliciter, vous féliciter Reda, féliciter l'ensemble de tous ceux qui font partie de ce mouvement, les collègues qui ont contribué tous les leaders, oui, sur ce qu'on devait faire. Formidable, merci. On a bien compris. Je suis désolé j'ai l'impression de couper la parole à certains. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais ça me semble indispensable. Il nous reste 13 minutes dans cette séquence. On va maintenant se tourner vers Mireille. Mireille, vous entendez donc, le 7 mars dernier, c'était le 7 mars 2022, nous avons lancé ensemble ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 par un engagement à atteindre les objectifs du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 et à collaborer ensemble. C'est le serment du Scolar que chaque membre du mouvement a signé et s'y tient. Vous entendez aujourd'hui, un an plus tard, les résultats, notamment au Cameroun, dans cette région de l'Est. Mireille, je vais me tourner maintenant vers Charlotte. Je vois que Mireille est déjà prête. Je vais afficher ce qu'elle a partagé à l'écrit dans le cadre de son rapport d'accélération, dans le cadre du système d'apprentissage et d'action de la Fondation Apprendre Genève pour servir les besoins des leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Eh bien, Mireille a répondu à plus de 60 questions pour documenter où elle en est avec son plan d'action développé en mai 2022. Mireille, on vous écoute. Où en êtes-vous et qu'avez-vous fait? Merci, pour quel résultat? Je suis Mireille Moutoualé, Tiaboukima. Quand j'ai réalisé cette activité, j'étais bien j'étais au niveau de Village Reach, une organisation américaine, en tant que programme spécialiste Height Volume Site, donc chargé de la mise en œuvre de vaccinodromes, des sites à haut volume de vaccination. Effectivement, comme Defu l'a dit, il était question de vacciner contre la COVID-19 au moins 100 personnes par jour au niveau des 4 vaccinodromes que nous devions mettre en place. On s'en souviendra qu'à l'époque de la vaccination contre la COVID-19, il y avait des réticences vu l'infodémie qui avait plané partout au monde et la RDC n'était pas épargnée de cela. Quand on nous a pris pour mettre en œuvre et on avait un pourcentage de 0,16% sur toute la RDC. Alors, les défis étaient de relever par rapport à ce qui était de la vaccination au niveau de la ville-province de Kinshasa, où on a commencé à mettre en œuvre. Et avec ces 4 vaccinodromes, nous avons pu mettre en œuvre avec des stratégies qui ont été mentionnées, la stratégie fixe et la stratégie avancée, ainsi que mobile. Et l'innovation par rapport à ces stratégies, c'était la vaccination institutionnelle, d'où on a eu appelé les outreach. Il était question de contacter les organisations, les ambassades, ainsi que les sociétés publiques de l'État pour que leurs agents soient vaccinés. Avec tous ces efforts, nous avons eu à faire adhérer cette vaccination au niveau de toutes ces institutions, ainsi qu'auprès de la communauté. Avec tous ces efforts, on a eu à ramener la couverture vaccinale de la province en contribuant avec 33% par rapport au vaccinodrome et de 5% pour la couverture nationale de la RDC avec les 4 vaccinodromes. Effectivement, le financement, nous avons eu le financement de la Fondation Bill and Melinda Gates. On était en compétition avec 2 pays, la Côte d'Ivoire et la RDC. Le financement s'est élevé à 1,410 $, d'où la RDC a pris la grande partie du financement qui était de 844 000 $. Comme nous l'avons très bien dit, notre défi était de vacciner au moins 100 personnes par jour. Mais au-delà des stratégies et de la communication efficace qu'on a eu à mettre dans la communauté, on a eu à atteindre même de 1500 personnes à vacciner par jour. Et cela a aidé à faire croître ma confiance par rapport à l'innovation. On s'en souviendra que lors des précédentes formations, j'ai présenté Village Reach, une organisation américaine qui n'avait que 21 ans d'expérience par rapport à la vaccination et par rapport à ces actions dont
l'action primaire des Village était plus la logistique dans l'approvisionnement des vaccins. Et effectivement, nous avons mis en œuvre notre projet en utilisant le montant qu'on avait, mais on est resté avec le plan d'extension. Les plans d'extension, on n'a pas eu les financements. On a eu à faire le plaidoyer. Jusqu'à ce jour, le plan de financement, on n'a pas eu ce financement pour faire l'extension. Effectivement, je suis toujours animée d'apporter cette expérience avec Village Reach et d'accompagner la mise en œuvre de la vaccination dans son extension dans les provinces qui ont été plus touchées, afin qu'on puisse faire accroître la couverture vaccinale. Nous sommes passés à l'intégration même de la vaccination de la COVID dans la vaccination de routine. D'où aujourd'hui, là où Reda est, on est en train de partager l'expérience avec les copines de Village Reach sur cette intégration de la vaccination contre la COVID. L'expérience que Village Reach a pu apporter par la RDC. Je me permets de citer mes deux collègues qui sont là et que j'insisterai à ce qu'ils soient en contact avec Reda et ils auront plus donné certaines amples explications vu le temps. Il m'est imparti. Mireille, merci. La TOCO, la service de communication Village Reach, ainsi que de Madame Bénédicte Ouaoula. D'accord. Vous allez voir que jusque-là, si mon intervention est dans le sens d'un plaidoyer par rapport aux bailleurs qui sont inclus dans le mouvement, qui soutient la fondation, si vraiment cette étude a un impact, vu les approches, vu la vision de partenaires pour l'horizon 2030, d'apporter ce financement pour qu'on puisse booster cette extension de la RDC. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci Mireille. Alors une question pour vous. Vous avez participé au cycle complet d'action, comme on l'a appelé dans le cadre du lancement du mouvement. C'était de mars à juin en 2022. Qu'est-ce que vous a apporté votre participation au mouvement où pendant plusieurs mois, vous avez tissé des liens, partagé l'expérience, développé donc des analyses de situation, partagé des idées et des pratiques pour ensuite développer ce plan d'action, toujours pour s'inscrire dans le cadre de votre travail. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ce que j'ai retenu beaucoup de ces mouvements, d'abord, ce sont les feedbacks. Les feedbacks que j'ai reçus de vous, les initiateurs de ce mouvement, en commençant par certaines remarques, feedback, des orientations de Dr François Gaz, de Philomène, de mes encadreurs, des encadreurs, par rapport aux séances de rattrapage. Et cela m'a beaucoup aidé de voir les vides qui étaient en moi dans la vision de mon projet, d'améliorer et d'enrichir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, que j'ai appris, c'est l'interaction. J'ai compris que le plan d'action que j'ai élaboré n'était pas à moi, c'était pour tous les scolaires. Et je devais contacter les uns et les autres pour leur demander si j'étais dans les bons, qu'ils me donnent les orientations. Et j'ai aimé surtout les feedbacks de mes pairs. Et les feedbacks de mes pairs m'ont beaucoup aidé. Et même la lecture que j'ai faite pour faire le feedback aux autres collègues m'ont beaucoup édifié pour améliorer mon travail. Et ce que j'ai compris et ce que je retiens pour ce qui est de la vaccination et le mouvement de la santé est transversal. D'où, pour toute action ou tout vaccin que nous allons introduire et innover, on doit tenir compte des ministères connexes et les ministères dont l'action de la vaccination impacte aussi sur leur travail. Je prends un exemple par rapport à la COVID-19. Il était question de travailler avec le ministère comme le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur pouvait nous aider par rapport aux chefs des territoires et des districts de faire passer les messages pour faire accepter la vaccination dans les communautés. Et je prends même le cadre du ministère de droit. Et on a vu qu'il y avait les codes. Il y avait les déclarations universelles qui disaient que la santé est un droit et tout le monde doit avoir l'obligation et le devoir d'être en bonne santé. Et en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'ouverture dans mon travail et j'ai levé l'option que les actions de santé ne peuvent pas être carrées aux gens qui sont dans le domaine de la santé. Par contre, on doit innover avec ceux qui sont les analphabètes en santé
pour qu'on booste de l'avant et on y va. Et surtout les réunions des scolaires, les interactions entre les scolaires des différents pays m'ont beaucoup édifié et j'ai beaucoup capitalisé cela. Merci Mireille. Merci à vous. Eh bien, il nous reste 3 minutes dans cette séquence. Je ne sais pas comment on va faire, mais préparez-vous parce que le deuxième appel pour rejoindre le mouvement pour la vaccination, vous êtes plus de 10 000 à avoir rejoint le mouvement en 2022. On va travailler avec vous, avec les leaders du mouvement, pour lancer l'appel en 2023 pour rejoindre et continuer à amplifier ce mouvement.